Bienvenue à vous tous à cette matinée pour nous de conférence avec notre collègue Aurélie Zouagne. C'est moi qui aurai le plaisir de la présenter. Malheureusement, notre collègue Isabelle Orellana, directrice du Centraire, a un problème de santé ce matin. Alors, elle m'a laissé ce plaisir de vous introduire à notre chère collègue Aurélie Zouagne. Aurélie, qui est chercheure associée à notre centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement de l'UQAM. Et Aurélie, elle a une belle trajectoire professionnelle et une belle trajectoire de collaboration avec nous. D'ailleurs, dans différents projets, événements, et en particulier la revue Éducation relative à l'environnement, où Aurélie a co-dirigé un numéro thématique, entre autres. Donc, pour nous, Aurélie est une précieuse collaboratrice. Alors, je rappelle quelques éléments de sa biographie. Aurélie, elle est maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Montpellier. Elle est enseignante agrégée de sciences de la vie et de la terre. Elle est engagée dans des projets d'éducation à l'environnement et au développement durable, et ça depuis 16 années. Elle est docteure, elle a fait un doctorat au Muséum d'histoire naturelle de Paris en muséologie des sciences et de l'environnement depuis 2013. Elle est également diplômée de l'Université du Québec à Montréal en éducation relative à l'environnement. Ça a été tellement une rencontre merveilleuse dans le cadre des cours de ce programme court en éducation à l'environnement. Alors, les recherches d'Aurélie Zouagne portent sur la circulation des savoirs, des valeurs, des représentations et des pratiques relatives aux enjeux socio-écologiques entre le milieu scolaire et ses limites via plusieurs objets. Alors, et plus récemment, elle se centre sur les partenariats et les processus de recherche-action pour le développement d'une éducation incluant davantage la nature à l'école. Alors, Aurélie, c'est vraiment un grand plaisir que tu aies accepté notre invitation et nous t'écoutons avec un très grand intérêt sur cette thématique qui nous préoccupe et nous aurons un moment d'échange avec toi après. Merci Lucie pour ta présentation, et c'est moi qui suis très honorée de vous parler et très, très heureuse aussi, voilà, d'avoir cet échange transatlantique. Voilà. Eh bien, je vais commencer ma présentation qui porte donc sur l'injonction aux objectifs de développement durable dans le milieu scolaire français. Et nous allons nous poser la question du cadrage pour l'éducation relative à l'environnement via donc ce que nous allons appeler les ODD. Donc, le sommaire de cette présentation, c'est d'abord contextualiser les ODD à l'international et puis dans le contexte éducatif français. Et puis, vous parler un petit peu de pourquoi cette question des ODD m'a traversée et comment je l'aborde en fait par les ancrages théoriques. Et je vais vous présenter en fin de compte une étude très exploratoire, hein, voilà, et avec des résultats. Et donc, on pourra discuter justement de ce cadrage et comment voilà, circulent ces ODD dans le milieu scolaire français, avec évidemment des limites, hein, des limites à cette étude que je préciserai. Alors, à l'international et puis dans le milieu éducatif français, donc ce qu'on peut dire déjà à l'international, pour les présenter très rapidement, hein, c'est que les objectifs de développement durable, ils proviennent de l'Organisation des Nations Unies et ils sont, comme indiqué dans ce document
qui explique en fait l'origine des ODD à l'échelle internationale, donc par les instances internationales et nationales, que c'est la convergence de deux agendas. Donc les sommets de la Terre, où il y avait notamment, il y a eu la naissance des agendas 21 et des objectifs du millénaire pour le développement. Et en particulier, suite à l'échec qui a quand même été constaté des objectifs du millénaire pour le développement. Et donc, il y a eu un groupe de travail pendant 3 ans qui a abouti à cette politique internationale, enfin à cette proposition internationale de lancer un nouvel agenda avec l'horizon 2030. Donc, à l'issue de ce travail, ça a été adopté en septembre 2015 à New York. Et l'ambition est très grande, puisqu'il s'agit de sauver le monde, de transformer notre monde. Donc là, je cite ce qui est associé donc sur le site de l'ONU à ces objectifs de développement durable. Alors, le principe est le suivant. Donc, il y a 17 objectifs qui sont déclinés en 169 cibles, eux-mêmes déclinés en 232 indicateurs. Alors, les indicateurs, les cibles, les objectifs sont internationaux, les cibles sont également internationaux, et les indicateurs sont à la discrétion, en tout cas, ils sont décidés en concertation alors, entre plusieurs pays, par exemple à l'échelle européenne, mais en tout cas, il peut y avoir des adaptations nationales. Il s'agit d'adapter quand même aux contextes locaux, en tout cas nationaux, ou là, nous, ce qui nous concerne, européens. Par exemple, vous avez ici un ODD, donc le 12, consommation et production responsable, avec une cible, réduire la production de déchets, et puis un indicateur, le taux de recyclage des déchets municipaux. Un autre ODD, le 1, pas de pauvreté. Là, il s'agit d'éliminer complètement l'extrême pauvreté, donc fixé à 1,25 $ par jour, et un indicateur, et donc le nombre de communes qui font l'objet d'un plan de prévention des risques d'inondation. Des fois, les indicateurs sont un peu obscurs, mais ils répondent à des cibles. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, en France, on se saisit en fait de cette injonction. En fait. Alors, c'est l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui est un organisme français, qui va se charger de la récolte des données qui sont transmises par différents acteurs, notamment des acteurs gouvernementaux. Et donc là, vous avez ici, à droite, on voit que c'est la dernière version là, du 19 janvier 2023. Et quand on regarde plus précisément ces données, alors là, si on reprend par exemple l'objectif 12, consommation et production responsable, donc en fait, on tombe sur tout un tas de tableaux Excel avec différentes lignes et puis des colonnes qui représentent des années qui sont remplies avec des indicateurs chiffrés. Donc là, par exemple, le nombre de projets d'écologie industrielle et territoriale. Donc, on appréciera le terme écologie industrielle. Et donc, on voit cette augmentation avec ici, on nous signale quand même qu'il y a une rupture de série. Ça veut dire que certainement les données ne doivent pas venir de la même source. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre en dessous qu'il y a d'autres indicateurs qui peuvent en fait contribuer à celui-là, et dont notamment l'objectif 4, éducation de qualité, avec cet indicateur, le nombre d'écoles et d'établissements scolaires engagés dans une démarche globale de développement durable, ce que nous allons appeler par la suite les labels E3D. Et quand on va, donc toujours dans le même document, là très récent, quand on va voir donc l'ODD 4, qui est l'éducation de qualité, qui a pour objectif d'assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité, et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, et que l'on croise en fait avec
l'éducation au développement durable, donc j'en parlerai juste après, eh bien, on se rend compte que cet indicateur qui était présent relatif à l'ODD 12, en fait, est le seul indicateur de l'éducation au développement durable française qui va contribuer à l'ODD 4. Alors, je m'explique. En fait, là, ce qui va compter, c'est le nombre d'écoles et d'établissements qui vont être labellisés, c'est-à-dire qui vont obtenir une sorte d'imprimatur de l'éducation nationale qui reconnaît l'engagement de ces établissements scolaires dans une démarche de développement durable et plus précisément en faveur des objectifs de développement durable, puisque c'est désormais obligatoire pour la labellisation, j'y reviendrai. Et donc, on voit qu'ici, il y a un nombre donc, qui augmente en fonction du temps. Mais c'est important de considérer, en fait, dans la suite, qu'en fait, le nombre d'établissements et d'écoles engagés va contribuer lui-même à l'ODD 4. Alors, l'éducation dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable, comme cela a déjà été documenté par Lucie Sauvé, par Tom Berryman notamment, c'est un moyen. Les instances internationales considèrent l'éducation comme un moyen, ce n'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qui est subordonné à l'atteinte de ces objectifs. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de s'appuyer sur l'éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre, alors plus exactement, une évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable. Donc, on voit bien que là, l'objectif est très clairement comportementaliste et que l'éducation en elle-même n'est pas véritablement considérée. C'est vraiment un outil. Alors, pour vous donner un peu le paysage précédent de l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement durable en France, puisque un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas le contexte. Alors, je ne vais pas tout ici détailler, mais là, ici, vous avez le contexte national en haut. En bas, vous avez le contexte international. Et on voit que, en fait, depuis le début de l'éducation relative à l'environnement, donc 1977, l'école française, en fait, est engagée dans ce dispositif. Et donc, depuis... alors, il y avait une éducation en matière d'environnement depuis 1977, et puis, à partir de 2004, est apparue en fait une éducation à l'environnement pour un développement durable. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est rentré dans le paradigme du développement durable. Donc, j'y reviendrai. Et là, actuellement, nous sommes au 7e texte officiel prescriptif en la matière, en sachant qu'à chaque fois, en fait, il y a des évolutions. Donc là, vous voyez différentes évolutions. Donc, parmi les éléments marquants, à partir de 2007, il y a le début des établissements de démarche de développement durable. Et puis après, en 2013, il y a le début de cette labellisation. Et actuellement, on voit que, en fait, cette labellisation intègre en fait les objectifs de développement durable. Donc, ça évolue comme cela, en sachant que les ODD en eux-mêmes, qui ont été définis donc, en 2015 à l'échelle internationale, eh bien, sont apparus véritablement en 2019 et encore plus depuis la dernière circulaire de 2020. C'est vraiment, on est dans le renforcement de l'EDD avec l'agenda 2030 qui est annoncé directement dans le texte officiel. Une autre évolution aussi qu'on peut constater, donc on va reparler aussi de ces acteurs, là, les éco-délégués. Donc, ils existaient déjà précédemment et à partir de 2015, on incite à la généralisation des éco-délégués et dans le cadre des ODD, ces éco-délégués sont devenus obligatoires
il est obligatoire d'élire dans chaque classe de collège et de lycée, et possiblement en CM1 et en CM2, un éco-délégué. Donc, en fait, si on regarde les moyens qui vont être utilisés pour déployer les ODD, alors je ne détaille pas tout, mais il y en a au moins 2 principaux. Donc, les établissements en démarche de développement durable et les éco-délégués. Donc, voici pour le contexte français. Mais précédemment, en fait, il était déjà question des ODD, en tout cas dans la formation des cadres et des chargés de mission, en fait, éducation au développement durable. Alors, c'est là, en fait, que mon questionnement a commencé à germer à partir de 2017. Donc, quand j'étais encore enseignante et formatrice en éducation au développement durable, donc je participais à des réunions de mobilisation, dont celle-ci, qui ont lieu chaque année, depuis maintenant plus de 10 ans, qui est le Forum des ressources pour l'éducation au développement durable. Et donc, c'était la première fois qu'on parlait des ODD de manière officielle, donc au cadre en charge de développer l'éducation au développement durable donc aux échelles académiques. Et donc, comment ça a été transmis? Donc là, en fait, c'est sur les vidéos sont sur Internet. Et donc, il y a eu un certain nombre d'interventions. Donc là, d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, d'un représentant du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de la Mer. Et dans ces interventions, il était question en permanence du mot langage. Langage. Les ODD, ça constituait un nouveau langage. Alors, ça paraissait quand même assez mystérieux, c'est-à-dire en quoi c'est un langage finalement. Et en préparant une formation, justement pour des enseignants qui s'intéressaient à l'éducation au développement durable, donc j'ai creusé plus avant et je me suis rendu compte que ce langage, c'était un langage normé. Et c'était alors déjà, il y a une succession, donc là on le voit, de ces carrés là qui se succèdent les uns à la suite des autres, avec une certaine numérotation, avec un certain ordre, avec des logotypes, on y reviendra. Ça fait en fait, à chaque fois, ça fait des idéogrammes. Et donc on doit respecter cet ordre-là. Et l'ambition aussi de cette iconographie, c'est d'être universel. Donc, c'est un nouveau langage, mais un langage universel, c'est-à-dire un langage qui peut être décliné à travers ces logos. Là, on voit en chinois, en arabe, etc., etc. Donc là, j'ai mis exprès des langues que je ne maîtrisais pas pour qu'on voit en fait la correspondance, c'est que ça se diffuse en fait à l'échelle internationale et que ça passe par cette représentation graphique. Et de plus, c'est que cette représentation graphique, elle est tout à fait normée. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une marque en fait. Donc il y a un texte qui précise ce que l'on a le droit de faire, ce que l'on n'a pas le droit de faire avec les objectifs de développement durable. Donc, il y a un certain nombre de recommandations. Donc là, on le voit, ne pas faire, par exemple, ça, ce n'est pas une représentation autorisée des objectifs de développement durable. Et là, on dit ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, là, vous avez le logo de tel ou tel partenaire qui voudrait se référer aux objectifs de développement durable, de telle ou telle institution, et il doit en fait placer son logo par rapport au logo aussi de l'objectif de développement durable. Donc, on a affaire là à des formes, à des objets communicationnels qui sont figés, qui doivent être présentés d'une certaine manière. On nous dit que c'est un langage. Et donc, il y a une dimension tout de suite qui est extrêmement communicationnelle. Alors,
pourquoi ça m'avait interpellée? Parce que précédemment, j'avais fait une thèse donc sous la direction d'Yves Giraud sur les expositions itinérantes dans l'éducation nationale en rapport avec l'éducation au développement durable. Je m'étais intéressée à pourquoi et comment ces médias se retrouvaient dans les classes, et j'avais été amenée, en confrontant les objectifs de l'éducation nationale et puis les objectifs portés par ces médias, à analyser un certain nombre d'expositions. Là, j'en présente par exemple 2 exemples, et à déterminer un certain nombre de caractéristiques communicationnelles adossées à ces médias, à ces affiches, en fait, plus exactement, hein, pour mieux les définir, hein, plus que des expositions, parce que c'était vraiment des panneaux. Et donc, c'est en partant, en fait, de cette méthodologie-là et de ce travail-là que j'ai abordé, en fait, ces objectifs de développement durable circulant en milieu scolaire. Donc, les ancrages théoriques que je mobilise pour ce que je vais vous présenter, donc déjà, c'est le champ théorique de l'éducation relative à l'environnement, qui me paraît plus large, en fait, que le champ voilà, de l'éducation au développement durable, qui n'existe pas vraiment d'ailleurs en tant que champ théorique, mais qui permet d'interroger finalement le type d'éducation à la soutenabilité en France. Alors, déjà, considérer que à l'échelle internationale, il y a des théories éducatives qui sont élaborées, qui sont basées sur des références qui sont parfois hors éducation, souvent hors éducation, donc le développement durable étant par exemple une référence hors éducation. Et ces théories éducatives, elles sont basées et elles vont guider en fait, d'une certaine façon, les finalités et les objectifs de cette éducation, les valeurs et les principes, et les pratiques et les moyens. Et il s'agit en fait d'identifier certains éléments de cette théorie éducative. Et puis aussi, le champ théorique de l'éducation relative à l'environnement, il a permis de mettre en évidence la rupture paradigmatique qui avait eu lieu avec l'entrée du développement durable dans l'éducation. En tout cas, pas forcément dans les pratiques, mais tel que ça avait été pensé, justement, tel que ça avait été théorisé aux échelles internationales et nationales. Donc, à l'échelle internationale, ce sont les travaux que j'ai cités tout à l'heure, là, de Lucie, de Tom et puis de Madame Brunet. Et on avait travaillé également avec Yves pour démontrer en fait que chaque pays, finalement, en tout cas ceux que nous avions étudiés, adaptaient en fait ces injonctions internationales selon leurs propres finalités, leurs propres valeurs. En tout cas, c'est ce qu'on avait essayé de montrer, qu'il y avait des effets contextuels, hein. Et puis en France, il y avait d'abord les travaux de Caroline Héninger-Frézal qui avaient commencé déjà à pointer qu'il y avait quelque chose là qui se modifiait, hein, en tout cas dans le contexte français, entre l'éducation relative à l'environnement et l'éducation au développement durable. Et puis nous, on s'était focalisé justement sur ces valeurs, ces finalités, sur qu'est-ce que ça apportait, quoi. Et on avait montré que, en fait, ça apportait essentiellement les E3D, principalement, mais qu'il n'y avait pas une grande différence, en fait, dans les pratiques prescrites, hein. Mais par contre, il y avait une grande différence aussi dans les valeurs et puis dans la finalité, puisque c'était le développement durable qui devenait une finalité. Et également, je me réfère en creux aux analyses éthiques du développement durable qui ont été faites précédemment et qui ont montré justement voilà, qu'il y a une orientation éthique qui est interrogée, très anthropocentrique du développement durable, et que le développement durable porte en lui-même un certain nombre de contradictions. Voilà. Et par rapport à cette dimension de circulation et cette dimension communicationnelle, ah oui, juste pour vous dire donc avant que je m'inscris donc dans une épistémologie critique de l'éducation au développement durable. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'interroger les tenants et les aboutissants en éducation de l'introduction des objectifs de développement durable dans l'école et comment ils circulent.
Et donc, pour considérer comment il circule, eh bien, je m'ancre en fait dans un courant communicationnel hein, qui a été porté, développé et porté par Yves Jeanneret en sciences de l'information et de la communication et qui me permet en fait de considérer l'école comme un carrefour. Donc, en latin, carrefour, ça veut dire trivium. Et selon Yves Jeanneret, la trivialité, donc c'est pas du tout en fait comme on l'entend, la trivialité, quelque chose voilà, qui serait un peu comment dire, de seconde zone, enfin quelque chose qui serait pas, voilà, quelque chose qui est trivial, quoi, ça n'a pas grande importance. Là, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça reprend vraiment étymologiquement cette notion de carrefour. Et ce qu'il dit, alors sa pensée est très complexe et je ne peux pas la développer vraiment complètement ici. Elle est foisonnante et très intéressante. Et donc, ce qu'on en retiendrait là ici pour le propos, c'est que en fait, il considère qu'il y a des êtres culturels. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les idées sont accrochées en quelque sorte à des textes, à des figures, à des objets, et que ces idées, en fait, elles vont circuler, adossées, toujours incarnées d'une certaine manière, hein, et qu'au fur et à mesure de cette circulation, eh bien, il va y avoir une transformation. Et cette transformation, elle va se faire au sein de ces carrefours, et ça va, en même temps que ça se transforme, ça charrie des valeurs et des représentations. Et donc, l'idée, c'est de considérer que l'école, c'est un carrefour où circulent des savoirs, des valeurs et des représentations, et donc de savoir, in fine, quels sont les savoirs, les valeurs, les représentations qui sont charriés via les ODD. Et donc, pour cela, on considère donc là le développement durable comme un être culturel. Effectivement, de nombreux auteurs ont déjà travaillé le fait que le développement durable, en fait, il est construit sur des fragments d'énoncés. Donc là, on le voit, économie, sociale, environnement, viable, etc. Et donc, il y a on fait des phrases à partir de là, on répète le développement durable, c'est un développement. Déjà, on ne définit pas ce que c'est développement. Enfin, tout cela, c'est relativement connu, donc je ne vais pas développer. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une sorte d'autoréférencement, de récitation, de discours qui se propage à partir de bouts d'énoncés, etc. C'est ce que Krix-Planck a défini comme étant une formule. Et puis, on pourrait aussi dire, alors je reviendrai là sur ce mot d'épistémologie triviale, parce qu'en fait, c'est aussi incarné avec une certaine idée, voilà, des sciences, etc. Et donc, ce qu'on retiendra ici, c'est qu'il y a une plasticité du développement durable. Ça, c'était en tout cas tel que formulé dans la langue, ça, on le sait déjà. Et que là, finalement, les ODD, c'est les nouveaux avatars du développement durable, et d'autant plus qu'on dit que c'est un nouveau langage. Donc, c'est là où ça va être intéressant. Et donc là, ce qui va être l'objet, là, ça va être de regarder la trivialité des ODD, c'est-à-dire comment ils circulent, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça va charrier, en fait, qu'est-ce que les ODD charrient, alors pas en eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'on va leur accoler finalement en milieu éducatif et à l'aune de l'éducation relative à l'environnement. Donc, mon ancrage, il est vraiment interdisciplinaire entre une approche éducationnelle et une approche communicationnelle, et il repose en fait sur deux hypothèses. La première, c'est que des idées en forme, ça va être des indicateurs de conception de l'environnement. Alors, pour l'instant, c'est assez abstrait, mais vous allez voir que je vais vous montrer des tas d'idées en forme et qu'on peut adosser, en fait, ces conceptions de l'environnement aussi, voilà, si on lit ça aux théories éducatives, à des types d'éducation relative à l'environnement. Et puis, plus fondamentalement, on peut se poser la question sur le cadrage par ces idées en forme. Dans la mesure où, en fait, quand on a des idées comme ça qui circulent, ça peut avoir des conséquences éducatives. En fait, ça peut cadrer le discours. Donc, c'est pour ça que ma question, là, c'est quel cadrage, en fait, hein. Et là, la question aussi qu'on va voir, c'est comment ça va, enfin, qu'on va finalement, ce qui est en filigrane, c'est comment, plus particulièrement, ça va cadrer nos relations entre humains et nature. Donc là, mon étude est vraiment réduite
à des documents qui sont conçus pour le milieu scolaire français. Donc, la question de travail ici à laquelle je vais répondre, c'est quels cadrages sont opérés via les ODD dans les documents conçus pour le milieu scolaire français. Donc, c'est une étude exploratoire. Ça veut dire que, bien, il y a encore beaucoup à faire et que tout cela doit être mené beaucoup plus avant. Et surtout, j'insiste sur 2 points. C'est que pour mettre là, c'est vraiment mon objectif de mettre en évidence l'éducation pensée via les objectifs de développement durable, c'est-à-dire que les pratiques, c'est-à-dire ce qui se passe dans les classes, les pratiques ordinaires, ne sont pas abordées. Et très peu, il y a une micro-étude là qui est sortie, mais en fait, le point de vue des pratiques, on ne l'a quasiment pas. Et on sait par ailleurs qu'il n'y a pas forcément une linéarité entre les prescriptions et les pratiques. Donc, il y a un niveau là ici qu'on n'abordera pas, on sera complètement aveugle par rapport à ça. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que tout ce que je vais dire, c'est dans des documents. D'accord? Donc, en fait, c'est ce qui circule dans ces documents, c'est tel que c'est théorisé dans ces documents. Maintenant, qu'est-ce qu'en font les acteurs? Ça va être la grande question. Donc là, l'objectif ici, c'est d'étudier l'EDD dans des documents réalisés pour le milieu scolaire et qui intègrent les ODD. Et la méthode, donc c'est une analyse sémiotique, c'est-à-dire une analyse communicationnelle des idées en forme, et puis une analyse de contenu. Et cette analyse de contenu, donc elle va être à l'aune de l'éducation relative à l'environnement, comme je l'ai dit précédemment, et elle va se baser donc sur cette grille que vous connaissez certainement, puisqu'elle est maintenant un classique dans le champ, à savoir les différentes conceptions éducatives de l'éducation relative à l'environnement, donc avec, si on prend l'objet central, ici, soit centré sur les savoirs, soit centré sur les comportements, soit centré sur le changement social, ou bien avec une approche interprétative basée sur la transformation de la personne et de son rapport à l'environnement. Donc, on y reviendra. Donc, ça, c'est vraiment la grille d'analyse et le lien, en fait, entre les types d'éducation relative à l'environnement et puis les documents, ça va être donc les conceptions de l'environnement, c'est-à-dire que il va s'agir de regarder quelles conceptions circulent, est-ce que c'est des ressources à gérer, est-ce que c'est l'identité de la personne qui est au centre, est-ce que c'est un lieu d'émancipation, etc. Donc voici la grille utilisée. Bien. Alors le corpus est le suivant. Aussi pour vous préciser que cette étude exploratoire, elle a fait l'objet d'une première publication donc, dans des actes de colloques, puisque ça fait l'objet d'une conférence spécifique, des actes qui concernaient en fait l'intégration des ODD en milieu scolaire algérien. À cette occasion, donc j'ai publié un chapitre qui s'est intéressé, qui aussi a fait cette étude, qui a commencé cette étude, qui est complétée aujourd'hui avec d'autres documents. Donc ici, je n'ai pas tout intégré ce que j'avais travaillé précédemment, à savoir que j'avais intégré les manuels scolaires, par exemple, et que là, je ne les ai pas intégrés, mais par contre, j'ai rajouté d'autres éléments, donc, dont les éco-délégués. Donc en fait, là, il s'agit de regarder des documents qui sont des leviers d'intégration des ODD en EDD. Donc, par exemple, les établissements en démarche de développement durable, ça paraît assez clair, les éco-délégués et des ressources éducatives. Donc, là, en fait, il y a 9 documents qui vont être regardés. Et alors, pourquoi ces documents-là ? Parce que là, ils promeuvent… donc là, c'est la démarche éco-école qui est travaillée depuis de nombreuses années dans l'éducation nationale et qui est maintenant promue aussi pour les établissements en démarche de développement durable. Ces documents-là, ce sont des documents qui sont produits par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Alors, ici, c'est un gros document de Vademecum de l'éducation au développement durable avec, là, il s'était agi plutôt de regarder les pages E3D et
éco-délégués. Donc, en fait, il y a des choses qui ne seront pas abordées dans ce que je vais dire et qui sont dans le Vademecum. Et puis là, c'est avec l'ADEME qui est une agence gouvernementale. Alors, les affiches de la Fondation Good Planet, pourquoi les avoir intégrées? Parce que elles ont énormément circulé dans les écoles. Alors, la 6e édition, les ODD, on n'a pas vraiment de chiffres, mais en tout cas, c'est un média qui a été vraiment très utilisé pour l'éducation au développement durable et ça a été en fait un des déclenchements de ma thèse. Donc, c'est pour ça que c'était quand même important à partir du moment où il y avait une exposition qui a été faite de regarder ce qui se passait dans ce média-là, et puis avec le dossier pédagogique associé. Et enfin, un atelier photographique là, qui est proposé par donc un collègue qui est chargé de mission, qui est un représentant des écoles UNESCO en France. Donc, on pourrait dire que cette ressource-là, elle est quelque part issue presque directement par son intermédiaire, par l'UNESCO et donc par le. Donc, vous voyez déjà d'ores et déjà que dès les premières affiches, dès les premières pages, on voit ces objectifs de développement durable. Donc ici, là, il y a une exception, mais il y a des choses aussi qu'on va retrouver. Alors, les résultats de cette étude exploratoire. Alors, un premier paquet, je dirais, de résultats, c'est qu'on voit que les photographies sont très, très, très utilisées et comme des incarnations, entre guillemets, des objectifs de développement durable. Si on prend là les expositions de Good Planet, donc les expositions de Good Planet, c'est les expositions donc, de Yann Arthus Bertrand, et là en haut, on a quelques plages, donc quelques affiches de l'exposition sur les ODD, et en bas, on a la première édition qui était centrée sur le développement durable, donc celle qui a donné en fait le lab pour déjà pour tout un nombre d'expositions ensuite. Donc, il y a eu 6 éditions. Et ce qu'on peut déjà constater, c'est si on regarde bien là, le point de vue, donc là, on est sur vraiment la spécificité donc, du regard en fait, de Yann Arthus Bertrand, puisque c'était ça en fait qui a fait aussi que c'est rentré dans les écoles, hein, donc, puisque c'était lié beaucoup à sa propre autorité, en fait, hein, à ce qu'il représentait en tant que... je crois que Thomas est là, Thomas Berryman, en tant qu'hélicologiste. Et donc, avec ces points de vue du ciel qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier, avec voilà, ces photographies prises d'hélicoptères. Et là, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a des prises de vue qui sont à peu près identiques et pour illustrer des choses différentes. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va appeler en fait, alors on va dire le design en fait de l'exposition va changer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les 5 éditions précédentes, c'est du noir autour des photographies. Et là, on voit que ce sont les ODD avec les couleurs des ODD qui va en fait faire le pourtour de la photographie. Donc, elles sont à chaque fois encadrées par les objectifs de développement durable, par les bonnes couleurs, etc., par le logo qui est répété ici en bas. Et en fait, on pourrait presque dire qu'on a un même point de vue, mais qui n'est pas cadré de la même façon. Quand on regarde plus précisément le cadrage, alors ça, c'est des anciennes catégories que j'avais déterminées justement dans ma thèse, c'est-à-dire économique, environnementale, sociale et les solutions. Donc ici, vous avez les définitions. Et qu'on fait la différence entre les deux, qu'on regarde. Alors bon, c'est un tout petit échantillon, mais on voit, puisque c'est uniquement les affiches, hein, mais il faut imaginer, hein, c'est 50 000 exemplaires à chaque fois. Eh bien, on voit quand même qu'il commence à se passer un petit peu quelque chose. Alors, il y a moins d'économique, mais il y a moins aussi d'environnemental dans le sens des conséquences environnementales des activités humaines sur la biosphère. Donc là, c'est un référent environnemental très développement durable pour le coup.
Ce qu'on voit, alors au niveau social, ça n'a pas vraiment bougé. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une montée en fait du cadrage par les solutions, c'est-à-dire qu'il y a des actions individuelles, collectives, qui sont promues. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les humains sont au centre. Alors ça, c'était déjà un petit peu le cas, mais là, la spécificité de cette édition-là, c'est que contrairement à son point de vue là, très icarien, là, pour citer un autre collègue, eh bien, c'est la première fois qu'on a des humains au gros plan. Et en fait, c'est là où on peut voir que le cadrage, en fait, va au contraire orienter la manière dont les photographies vont être présentées. Alors, si on regarde, et ça, en fait, c'est lié au propre champ de référence des objectifs de développement durable, puisqu'il s'agit de les illustrer, en fait, à travers cette exposition. Alors ça, c'est un tableau que nous avions fait avec Jean-Yves Léna pour une communication en 2018, et donc que j'ai fait paraître là dans le chapitre dont je vous ai déjà parlé. Et on avait fait alors ça, c'était avant que ça rentre en fait officiellement, mais on s'attendait bien à ce que ça rentre en fait dans l'éducation, à ce qu'à un moment donné, il y ait une injonction, quoi. Et donc, avant de regarder, évidemment, il n'y avait pas encore de lien fait avec l'éducation, mais on s'était dit, tiens, quand même, ce serait intéressant de regarder finalement ce que ça charrie, ces représentations-là, et chaque idéogramme, qu'est-ce que ça représente. Et donc, on avait fait une analyse sémiotique de chaque idéogramme, là, et donc, ça nous avait permis aussi de sortir un certain nombre de champs de référence en fonction, voilà, de ce qui était représenté par ici les logotypes. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le social avant l'économique. Alors, il y a cette numérotation, hein, d'accord. Donc, on a beaucoup plus là de champs de référence au social, un peu moins à l'économique, mais quand même, tout ça est numéroté. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a la place de la vie non humaine qui est reléguée donc, à la 14e et 15e place. Donc, comme un support, en fait, pour les humains. Comme si, voilà, c'était pas... il y a une hiérarchie, en tout cas, du point de vue des non-humains. Donc, on voit bien que là, on est dans un anthropocentrisme, quand même, ou dans un sociocentrisme, on pourrait dire aussi, très assumé, voire même un occidentalocentrisme. Donc là, je reprends aussi une publication précédente, parce que quand on regarde les symboles qui sont utilisés, alors l'objectif c'est d'être universel, mais en fait les symboles c'est quand même des symboles occidentaux. Donc quand on pense, alors là c'est à chaque fois que c'est symbolique, quand on pense ici donc là à la colombe, au maillet de la justice, au rameau d'olivier, ce sont pas forcément des symboles universels. Donc en fait il y a une construction qui est consensuelle, mais on peut s'interroger quand même sur l'occidentalocentrisme qui a prévalu en fait dans le choix des idéogrammes, quoi, pour représenter voilà, les idées, donc justement les idées en forme. Alors, on en est toujours aux images. Et si on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'exposition, etc., et qu'on commence à regarder un petit peu ce qui est travaillé dans ces documents, ce qui est demandé aux élèves, et donc finalement, progressivement, dans quel type d'éducation tout cela est théorisé. Alors, ici, on a l'atelier photographie et les ODD. Alors, vous voyez ici, tout cela est très... donc, ici, vous avez les couleurs, vous avez ODD un certain nombre de fois. Ici, vous avez les idéogrammes qui sont ici. Et puis, ce que l'on demande, c'est en quoi cette photographie répond aux objectifs de développement durable et quels ODD vous semblent le plus présents sur cette photographie. Expliquez votre choix. Un autre exemple... Là, c'est celui de Terragir. On demande à peu près la même chose. C'est-à-dire que dans une première étape, une photo-expression, donc on demande aux élèves de choisir une image
d'expliquer quelle image peut être associée à un ODD et de trouver en fait la bonne image qui va avec le bon ODD. Donc là, vous avez les réponses en fait qui sont données en fin de livret. Et donc, on voit un certain nombre d'associations comme ça. Donc, l'opération intellectuelle là, qui est demandée à l'élève, c'est d'associer l'image à l'ODD. Alors, qu'est-ce que ça peut générer et quels types d'images sont associées à ces ODD? Alors, on peut s'interroger. Alors, donc déjà, là, on voit... enfin, je vais y revenir après. Donc, il y a un certain nombre de représentations qui circulent. Donc là, on voit que cet étiquetage du monde par les ODD, via les photographies, en fait, opère en sélectionnant un certain nombre de représentations. Donc là, on voit que l'éducation de qualité, dans les documents consultés, donc là, on le voit ici, est associée préférentiellement, donc en référence aux pays d'Afrique, qu'il faudrait certainement mieux éduquer. En tout cas, la perspective est clairement développementaliste. Et cela dit, on peut quand même s'interroger sur la pertinence de ces images pour signifier l'éducation de qualité, car ça ne dit rien de ce que doit être une éducation de qualité. Mais en tout cas, on voit là qu'il y a une intention, c'est éduquer en fait, puisque là, ce sont des documents qui sont produits chez nous en France. Éduquer, ce serait l'autre. Voilà, ce serait en l'occurrence l'Africain. Et là, ici, vous voyez qu'il y a aussi une éducation via des productions culturelles en plus occidentales. Donc, on revient aussi à cet occidentalocentrisme. Et ce qui est également observable, c'est que les photographies, ce sont souvent des photographies de problèmes, des problèmes à résoudre. Donc là, on est dans cette conception de l'environnement, avec ici, voilà un problème pour cette tortue. Ici, on voit qu'il est vraiment très malheureux, cet enfant. Là, un problème lié à un handicap. Et puis, parfois, ces problèmes sont, alors là, voilà de la nourriture jetée. Et ici, c'est associé aussi à un quiz avec, on fait un certain nombre de constats sur les problèmes. Voilà, là, la quantité d'aliments qui est gaspillée dans le monde. Ça, c'est le premier groupe de résultats. Ensuite, on peut s'interroger sur les pictogrammes comme support pour penser. Comment sont-ils mobilisés dans les opérations que l'on demande aux élèves? Alors, déjà, on constate que c'est un agencement qui va de soi. C'est-à-dire que dans les documents éducatifs, donc là, c'est un document qui est... Ça, c'est le vadémécum. Donc ça, c'est en direction des enseignants. Ça, c'est en direction des élèves. Eh bien, c'est comme ça. On a les 17 objectifs. On a les 169 cibles. C'est posé. Et donc, on part de là, en fait. On part de là comme d'une évidence. Et il faut agir pour atteindre ces objectifs. Et finalement, presque ensemble, ils constituent quelque chose qui n'est pas interrogeable. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a les 17 ODD, et puis on va se mobiliser pour les 17 ODD. Et on peut se poser la question en tant que contenu scolaire. Finalement, quelque part, il faut apprendre ce que c'est qu'un ODD. Les élèves apprennent. Donc, ils apprennent que c'est le numéro 1, ils apprennent qu'il y a 17 ODD, enfin, ils apprennent quelque chose qui n'est pas, en fait, un savoir à proprement parler, enfin, qui n'est pas issu du monde académique, bien qu'il y ait différents types de savoirs, ce que je veux dire. Mais là, on a quelque chose, on a des objets politiques qui sont présentés comme étant des savoirs. Donc, c'est à interroger. Et puis, à partir de là, il y a un certain nombre de constructions, d'opérations qui sont réalisées à partir des ODD. Alors là, c'est tiré en fait du document d'accompagnement des photographies de Yann Arthus Bertrand.
Donc, avec une proposition en fait d'intégration de l'exposition dans la classe. Alors, tout d'abord, les auteurs prennent du recul par rapport aux photographies et voilà, disent que, bon, finalement, la photographie, elle montre ce qu'elle montre, c'est aussi une éducation aux images, donc voilà, c'est une éducation critique aux images. Et à partir du moment où rentrent en jeu les ODD, donc, alors en fait, il y a 4 phases, mais on peut les différencier en 2 grandes phases. Donc, la deuxième grande phase, c'est un débat qui est présenté pour agir et qui est basé sur une rosace des ODD. Donc, à gauche, ici, vous avez le modèle qui sert aux auteurs pour proposer cette rosace vierge, qui est en fait une pomme circulante qui a été établie par l'OMS. Et donc, vous avez cette proposition de rosace des ODD vierges avec donc soit 15, soit 16 voilà, ODD. Donc là, il y aurait l'ODD central, en fait, et puis là, il faudrait compléter. Alors, quand on regarde la proposition de réponse dans le document, donc qui est à destination des enseignants, eh bien, déjà, on peut se dire que graphiquement, ça fait quelque chose qui est très... voilà, on est dans une exhaustivité, d'accord? Donc, on va finalement résoudre tous les problèmes du monde. C'est ça l'objectif. Hein. Et quand on regarde plus précisément, on voit qu'il n'y a que des verbes. Et des verbes avec des actions, des bonnes intentions. Donc, on voit éduquer et sensibiliser, faire en sorte que toutes les filles et les garçons, à commencer par les plus pauvres, suivent sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, permettre à chaque enfant de profiter d'un suivi médical au sein de l'école, etc., etc., etc. Donc, on a un effet visuel, en fait, d'action, de solution, de bonnes intentions, à partir duquel il faudra faire un débat, mais ce débat est orienté, puisqu'en fait, ce n'est pas un débat pour se dire, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment les moyens de faire ça? Quelles sont les institutions? Quelles sont les contraintes? Quels sont les leviers, etc. C'est pour agir. C'est ça l'objectif, c'est ça la finalité de ce débat. Donc, finalement, c'est proposer des cadres d'action. Autre opération liée aux idéogrammes, cette opération-là qui consiste, alors là c'est dans le document donc de Teragir, à proposer à faire un diagnostic en fait des problèmes et à proposer des idées, donc selon la méthode en fait du design thinking, qui pourront en fait répondre à ces problèmes. Et là on voit qu'on a le diagnostic avec le problème, la piste d'amélioration, la solution, et tout ça en face des ODD. De la même façon, ici, précédemment, on a associé un ODD à la photographie, et puis là, on demande à l'élève de construire un récit sur cette photographie qui reprend les ODD proposés. Donc, en fait, ils sont repris. Alors, on ne peut pas savoir à l'avance si le récit va être des solutions ou si ça va être des problèmes. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a quelque chose là. L'ODD, il est biface en fait. Il porte à la fois un problème, il représente un problème et en même temps, il porte une solution. Et donc là, il y a quelque chose qui est, d'un point de vue éducatif, quand même à interroger. On y reviendra en conclusion. Le troisième grand paquet, entre guillemets, de résultats, et c'est le dernier, c'est que les ODD sont au centre d'un programme éducatif d'action et de gestion. Donc là, vous voyez ici un logo qui est, enfin une représentation graphique qui est dans un des guides éco-délégués qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale. Alors déjà, l'orientation, c'est qu'il faut contribuer à agir sur la Terre. Donc on le voit par ces représentations, donc je vous les ai présentées tout à l'heure, et donc dès la première page, on voit que, alors c'est des représentations qui circulaient déjà précédemment, hein, c'est pas spécifique aux ODD, hein, c'était déjà étudié notamment par Yves Gendray, là, qui avait, en fait, ça tombe tellement, ça se voit tellement, quoi, que ça revient, c'est une récurrence, cette vision en fait de la Terre là, voilà, qui est extérieure à nous et qu'on peut prendre dans nos mains.
Et donc, on peut la prendre dans nos mains, et à la fois, ça représente la responsabilité, mais à la fois, ça représente le fait qu'on peut agir dessus. Et finalement, il y a quelque chose fait pareil de paradoxal là, parce qu'on en est responsable, mais en même temps, bon, on l'a dans la main, quoi. Donc, c'est à notre portée, et puis finalement, il est pas si grand, ce monde. Donc, là, avec les ODD, bah, on va pouvoir contribuer à agir. Et donc, c'est ce qui va se présenter dans les documents étudiés. Alors, c'est l'énumération des bonnes actions. Donc, les bonnes actions, par exemple, interagir, voilà, donc vous avez un ODD, ce que je peux faire de façon générale, ce que je peux faire, ce qu'on peut faire dans notre école, dans notre collège. Donc là, voilà, manger moins de produits d'origine animale, mettre en place plus de menus végétariens à la cantine, etc. Donc, c'est l'énumération. Et à droite, c'est pareil. Donc là, en fait, il y a des pages entières qui sont pour les guides de l'éco-délégué consacrées à qu'est-ce qu'on peut faire. Notre sélection d'idées pour t'inspirer, bah, proposer des éco-gestes, réduire les déchets, et donc trouver les bonnes idées. Et on voit que les élèves, ils sont des conseillers en tri. Et ce cadrage, en fait, graphique aussi par des listes, on voit ici là, il y a un certain nombre de listes, connaître, ne pas jeter, prendre des douches, etc., par des tableaux. Dans les expositions que j'avais étudiées précédemment, j'avais pu mettre en évidence que c'était vraiment spécifique en fait, d'un discours comportementaliste. Parce qu'en fait, il y a une organisation de la pensée quoi, qui est générée par qui peut être générée, hein, parce qu'on n'en sait rien, on n'est pas dans la tête des gens qui après vont lire, mais en tout cas, c'est l'intention par cette organisation graphique. Hein. Et l'éco-délégué, justement, on va en parler un petit peu plus, c'est le chargé de mission du management environnemental de l'établissement par les ODD. Donc là, je cite, les éco-délégués, donc ça c'est dans le Vademecum de l'Éducation nationale, les éco-délégués, jeunes sentinelles volontaires en mouvement pour le développement durable, engagent leur disponibilité et leur implication par la définition et la poursuite d'objectifs quantifiables et ou observables et l'adoption d'une attitude modélisante. Donc, on les charge en fait de faire des actions qui soient visibles et aussi d'adopter une certaine attitude. Et en fait, ça se voit, et une attitude modélisante. Donc, en fait, c'est-à-dire ils doivent être irréprochables finalement, ces jeunes-là. Et on voit, alors, ça s'inscrit là, on dit le parcours des éco-délégués dans leur scolarité. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans le Vademecum. Ce qu'on peut voir aussi dans le livret des éco-délégués, c'est que ça s'accompagne d'un certain nombre de recommandations sur ce qu'ils doivent faire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que vous avez des process qui sont figurés avec un certain nombre d'étapes, comme dans un projet finalement. Voilà. Et quand on regarde bien ces process-là, à chaque fois, là, quand on regarde participer, construire, connaître, informer, etc., là, on a une liste de thèmes. Ici, qu'est-ce qui doit être réalisé, etc. En fait, on a des process, mais on n'a pas de procédure. On n'a pas de méthode. Et on a l'impression aussi, enfin, surtout dans ce document-là, que tout cela, ça se fait très, très facilement. Et qu'ils sont vraiment au cœur de cette mobilisation. Et les co-délégués, surtout dans ces documents de l'ADEME, donc là, si on extrait en fait les figures qui sont construites autour de cet éco-délégué, c'est le héros ordinaire. Donc, il est acclamé par ses camarades, il a plein d'idées, donc on le voit ici. Là, il surveille. Là, ici, il est au centre et vous avez ses camarades en fait qui veulent lui parler. Ou là, en fait, ils sont observés. Là, c'est quelqu'un de visionnaire. Et puis, il est en train de faire son bagage. Alors là, c'est pour le lycée. Donc là, son bagage pour justement pouvoir monter en compétences, faire valoir ses compétences parce que comment le désigne-t-on cet éco-délégué? On le désigne comme étant un conseiller, un ambassadeur, un copilote, un garant, un décideur et finalement un chef de projet. Et donc, l'intention est très claire, c'est-à-dire qu'il y a une intention d'éco-citoyenneté à travers des solutions, des actions, etc., mais aussi une intégration dans les métiers voilà, du management environnemental. Hein, c'est très, très clair. En tout cas,
ça pourra être certainement valorisé. Et avant de discuter, ce que l'on peut aussi constater dans les représentations graphiques, c'est que quand on regarde comment tout cela ça s'organise en fait, on pourrait presque parler d'une cybernétique de l'action collective. C'est-à-dire que quand on voit ce document-là, donc on a l'académie, le département, l'établissement, etc. Donc là, on a la place des éco-délégués, les référents, donc on voit, il y a des flèches, etc. Donc ils forment, ils proposent, etc. Et donc, il y a des entrées et des sorties. Donc là, on a ici la schématisation des composants de la démarche 3D. Et ce qu'on constate, ce qui est étonnant ici dans cette représentation, c'est que le projet EDD, la démarche 3D, en fait, qui devrait être à l'intérieur de l'établissement et alimenter l'établissement en lui-même, en fait, c'est une sortie. C'est un output, en fait. D'accord? Et pourquoi c'est un output? C'est là où on voit finalement que c'est ça qui est important, qui sorte, en fait, de la démarche, parce que c'est ça qui va être rentré comme indicateur dans les objectifs de développement durable. Et donc, tout cela rentre dans les sciences de gestion, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic, on met en œuvre, on évalue. Donc ça, c'est par exemple un cadre qui est présenté tout à la fin du Vademecum pour la démarche E3D au sein de l'établissement, avec les différents niveaux de labellisation, un ODD, plusieurs ODD, un grand nombre d'ODD pour être plus ou moins reconnu dans le niveau d'expertise. Donc, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? C'est que déjà, les éléments de la théorie éducative de l'EDD scolaire française, dans les objectifs et les finalités, bon ça, on l'a déjà dit, donc ce sont les ODD. Mais aussi, finalement, du point de vue de l'élève, il y a quelque chose on indique qu'on va former des citoyens, mais aussi des acteurs économiques. C'est aussi marqué comme ça dans le Vademecum, et notamment par une entrée métier. Les valeurs et les principes qu'on peut y voir, c'est une maîtrise de l'environnement, la gestion, on gère l'environnement. Et puis, les principes, c'est les principes d'action et de gestion, et à travers ce qui est appelé une espèce de culture de l'engagement. Mais alors, voilà, on y reviendra, qu'est-ce que c'est que cet engagement? Et les pratiques et les moyens, c'est les démarches d'établissement et les éco-délégués. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une focale vers les buts à atteindre et il y aurait presque un modèle behavioriste là, qui traverse toute cette EDD par les ODD, très clairement, ce qui n'était pas du tout le cas de l'EDD en 2004, etc. Bien au contraire. On se défendait, l'éducation nationale se défendait du behaviorisme. Et il y a très, très peu de pédagogie, en fait. Quand on regarde, il y a peu de pratiques, etc., ou bien alors c'est uniquement pour l'exemplarité. Et là, ça suit tout à fait, ici, la ligne internationale. Là, on voit ce document qui est centré sur les objectifs d'apprentissage. Donc là, voilà, donc on voit la Terre, c'est pareil, c'est le même principe. Vous avez les objectifs de développement durable, et donc pour atteindre ces objectifs de développement durable, il faut atteindre des objectifs et des compétences. Et donc, en fait, on est vraiment orienté vers atteindre des buts, mais en fait, comment? Quels sont les processus? Comment on éduque véritablement? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Ça, on n'y a pas accès. Les conceptions d'environnement du corpus, donc on a vu, c'est un environnement problème, un environnement ressources à gérer, mais aussi un environnement lieu d'engagement. Mais quel engagement? En fait, quand on regarde, on est plus dans l'engagement à travers des comportements, des solutions, mais aussi de l'engagement pour valoriser. Donc là, c'est presque la seule image où on voit du terrain. Et en fait, on voit bien comment graphiquement les ODD sont utilisés et on montre en fait quelles actions on fait en lien avec les ODD. Et puis, il y a des concours, en fait, il y a un prix de l'action éco-délégué, etc. Donc, si on revient à cette grille, en fait, alors, il y a peu de savoir, ça c'est très clair. Le système à comprendre, en fait, il faut comprendre les EDD, quoi. Donc les ODD, pardon. Et là, en fait, ce serait presque les ODD en tant qu'objet d'étude, ce serait peut-être même eux, en fait, les savoirs. En tout cas, on peut se poser la question. On est énormément dans le comportementalisme, on a des problèmes à résoudre, on a des ressources à gérer, et on doit s'engager. Mais on doit s'engager, mais en faisant quoi? Donc, c'est la question de l'engagement. Et vous voyez qu'en bas, alors l'approche de la critique sociale, elle n'est pas du tout, enfin presque pas, puisqu'en fait, tout dépend de ce qu'on appelle par engagement. En tout cas, c'est pas puisque l'orientation est déjà décidée, puisque c'est le développement durable. Donc, on ne laisse pas d'autres possibilités ou d'autres imaginaires se développer. Et puis, l'éducation par et dans l'environnement, elle est totalement absente, puisqu'en fait, les ODD
sont quelque part des médiateurs en fait de toutes ces actions. Et donc, en fait, presque c'est entre la relation entre les humains et puis ce qui va se passer avec la nature, quoi. Donc, il y a une interposition, en fait, on peut se dire par ces ODD. En tout cas, c'est pas du tout approché. Voilà. Et donc, j'en ai presque terminé, puisque je vois que c'est bientôt la fin. Et l'opérativité des ODD par les pictogrammes dans cette affaire. Alors, en fait, on l'a vu, là, les ODD, on pourrait dire que c'est l'expression graphique de plusieurs choses. Donc, d'un ordonnancement des questions socio-environnementales. Donc, on voit que c'est très exhaustif, c'est de 1 à 17. Derrière, il y a des cibles, il y a des indicateurs. Donc, en fait, à chaque fois, c'est présenté comme étant de la complexité, mais de mon point de vue, il y a une réduction de la complexité. Et même le fait que ça aille de soi, comme ça, le fait que ça soit un donné, on peut même se poser la question en termes d'opérativité sur le fait que ça neutralise la conflictualité. Et dans ce cadre-là, ce serait vraiment, en fait, dans la suite de ce qu'était déjà le développement durable précédemment. Donc là, je renvoie notamment aux travaux de Kriegsborg. On peut aussi se dire que c'est une expression graphique de la déterritorialisation des questions socio-environnementales, puisqu'on a vu qu'en fait l'ancrage était plutôt occidental, en fait, en tout cas on pourrait en discuter, et qu'il y a une forme d'un lissage culturel, c'est-à-dire que là en fait on aurait accès finalement à tout, on pourrait, voilà, c'est le point suivant, tout mesurer de l'humain, du non-humain, partout, tout le temps. Et presque, en fait, cette référence aux data, quoi, ça donne un côté scientifique finalement aux ODD. Et ça renvoie finalement à ce que disait Yves Jeanneret, il y a une épistémologie triviale du développement durable. Hein, c'est-à-dire qu'on cherche un référent voilà, scientifique au développement durable. On essaye toujours de l'ancrer, de le légitimer dans quelque chose qui serait sérieux, scientifique, etc. Et en milieu scolaire, la circulation, elle passe par les pictogrammes. Alors, elle est peu adossée à des savoirs, donc ça j'ai déjà dit, mais il faut quand même s'interroger sur les ODD comme contenu scolaire, hein, comment on les présente. On voit qu'ils véhiculent des représentations sur l'état du monde, sur les solutions possibles. Donc, on peut s'interroger, hein, ça ne veut pas dire que ça va le faire, hein, mais on peut s'interroger sur le potentiel de la colonisation des imaginaires par les ODD. Ce qui est marquant, enfin, là, en faisant cette conférence, je me suis vraiment rendu compte, je ne m'en étais pas rendu compte avant, c'est à chaque fois cette dyade, c'est-à-dire ça charrie en même temps, voilà, ce côté un peu finalement qui est presque le prolongement graphique de l'oxymore développement durable, ça charrie en même temps des idées qui sont associées aux problèmes et aux solutions. Donc, alors soit il y a quelque chose à créer entre les deux, soit ça représente le problème, soit ça représente la solution, et donc là il y a quelque chose qui peut brouiller la pensée d'une certaine manière. Et puis, on voit qu'il y a tout un jeu graphique et cognitif qui est associé avec les pictogrammes. Ceci, c'est pour changer les comportements, gérer l'environnement. Et donc, si on reprend l'expression là, de Catellani, on pourrait presque dire qu'il y a une espèce de pensée pictogrammique comme ça qui se répand, qui circule. Et puis, enfin, ces ODD, en circulant, ils peuvent être le support d'une catégorisation des actions éducatives. Parce qu'on va pouvoir les montrer. On va pouvoir montrer plein d'actions. Voilà, c'est pléthorique, c'est quantifiable, c'est référençable. Voilà, on fait telle action, c'est tel ODD, donc on peut le mesurer. Et pour conclure, en fait, les ODD, on voit, alors, certainement que ça a été conçu comme ça à l'échelle internationale. C'est qu'on est dans un pilotage, là, probablement, par la communication. Mais en fait, en milieu scolaire, c'est là où ça va poser quand même des questions. Alors, il y a une espèce de circularité, c'est-à-dire qu'on se réfère aux ODD, et puis, en fait, en sortie, il y a les ODD. Ah oui, mais on a fait tel ODD. Ben, voilà, il y a quelque chose, ils sont au centre, comme ça, en entrée, et pareil, en entrée, en sortie. Et finalement, les ODD, on pourrait se demander, ben voilà, c'est vraiment des avatars d'une communication engageante à l'intérieur de l'école. Et là, j'ai intégré quelque chose que j'aurais pu mettre dans le corpus, mais en fait, c'est un collègue qui me l'a gentiment donné et envoyé hier. Il m'a dit, mais regarde ce document-là. Il vient de sortir là, en janvier 2023 et je le remercie beaucoup. Et en fait, on commence à voir comment c'est utilisé sur le terrain et on voit bien là comment ils sont mobilisés. C'est que vraiment, à travers ces pictogrammes,
on va pouvoir construire tout un... Voilà, donc là, on va pouvoir mobiliser nos corps, finalement, autour des ODD, ici pour figurer une certaine complexité, un lien, pour reconstituer un lien qui n'existerait pas par la réduction opérée par chaque carré. Et ce qui est marquant, c'est qu'à chaque fois, on voit voilà, ces élèves en fait qui arborent ces logotypes. Oui, on est engagé, on le fait, etc. Mais la question qui demeure, c'est quel engagement? Donc, notamment par rapport aux éco-délégués. Donc là, je renvoie aux travaux de Bois et d'Evelyne Bois et Al qui ont été faits en 2021, donc sur les éco-délégués, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi le niveau d'engagement, quoi? Est-ce que c'est uniquement des comportements, des solutions, etc. Ou est-ce que c'est l'éco-citoyenneté critique, quoi? Pour l'instant, on peut quand même en douter. Et j'ai trouvé ça vraiment là pour illustrer en fait la trivialité là, des ODD, là, comment c'est transformé, etc. Voilà. Et au final, à vous de broder. Et effectivement, il y a quelque chose qui se tisse autour de ces formes graphiques là, qui circulent. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui reste quand même à faire, parce que ça, c'est quand même juste un point de vue communicationnel, éducationnel, mais à travers des documents, c'est quelle pénétration effective des ODD dans les pratiques enseignantes. Je parle des pratiques ordinaires. Alors, il y a juste une étude qui est sortie là, en novembre 2021, mais qui était pilotée par l'Éducation nationale avec un questionnaire et on a interrogé, donc c'est des pratiques déclarées, hein, ce n'est pas des pratiques qu'on a été observées, sur la pénétration des ODD, mais finalement, on les a peu interrogés sur leur véritable pratique. C'était juste pour savoir s'il est mobilisé, et puis c'était adossé aussi à l'étude de ressources en fait et de partenaires dans ce cadre-là. Et puis aussi, le cadre, c'était l'OFD plus le ministère, donc c'est pas une étude indépendante, quoi. Il y a une autre question, c'est comment les élèves comprennent les ODD. Donc là, je vous montre une photographie qui a été faite par un collègue qui avait introduit les ODD dans sa classe, hein. Donc, il avait fait ça par rapport à la formation qu'on avait faite. Et donc, là, on a un élève de ce collège-là qui avait mis justice pour les plantes. Alors après, c'est en 2017, donc ça a peut-être évolué, mais effectivement, on peut comprendre ça. Voilà, justice pour les plantes. Et puis, quel vécu des élèves dans le rôle d'éco-délégué, hein, se référant aux ODD, parce qu'on voit là que on les charge beaucoup, en tout cas dans les documents, on leur délègue. C'est le mot, hein. Donc ces actions, la mobilisation à l'échelle de l'établissement, et finalement, qu'est-ce qu'ils en font, comment ils l'endossent, qu'est-ce que ça leur fait, comment ils perçoivent ces ODD. Donc là, il y a encore, les études commencent à être menées, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et peut-être finalement, ce qui pourrait être intéressant, in fine, c'est de voir la différence entre toute cette communication et puis ce qui est réellement fait, l'écart entre les deux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Et voici quelques références. Eh bien, mais un grand, grand merci, Aurélie, pour cette analyse, mais vraiment est très, très éclairante de cette prescription internationale. En fait, je dirais de ce catéchisme, ce nouveau catéchisme du développement durable qui pénètre maintenant toutes nos institutions ici. Tranquillement, là, on voit l'infiltration à travers le ministère de l'Éducation et puis, à travers les organismes de recherche aussi qui stimulent cette orientation vers le développement durable. Puis on ne peut pas s'empêcher de lire dans l'introduction des objectifs du développement durable, dans le document de l'ONU, que la visée est vraiment celle de la croissance économique soutenue. Et c'est très gênant à cette heure, justement, du questionnement global du capitalisme néolibéral. Et quand on parle de la lutte à la pauvreté, désolé là, pour la petite sirène ici. Alors, et quand on parle de la lutte à la pauvreté, qui est présentée comme la vertu suprême, on se demande si elle ne consiste pas finalement à faire entrer tous les peuples dans la course au rat
du néolibéralisme. Alors, il y a effectivement une imposition culturelle, un nivellement culturel qu'il est important de mettre au jour. Alors, cette occidentalisation du monde, tu l'as vraiment bien exposé. Alors, et puis toute la confusion entre l'écocivisme et l'éco-citoyenneté et l'absence de dimension politique de l'éducation relative à l'environnement. Alors, on a un beau panorama de participants ici du Québec et d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous salue tous et toutes avec plaisir. Et on pourrait entrer dans une période d'échange entre nous. Je vais tenter de l'animer au mieux. Alors, si c'est possible d'utiliser euh, l'icône de la main dans la réaction, je vois que Tom lève les mains au ciel. Peut-être que... Oui, Je m'étirais. oui, bon, c'est bien. Ben alors, est-ce que tu aimerais casser la glace, Tom? Ben, ouais, peut-être. Merci beaucoup, Aurélie. Ben, j'ai mis un petit mot à cet effet-là. Ça a soulevé beaucoup de questions chez moi, mais une qui me triture depuis quelques temps. Je me demande si l'éducation relative à l'environnement, dans ses origines, n'était pas directement dans cette mouvance-là, elle-même ayant eu tendance à vouloir se voir globalisante, inclure la nature, dépasser la nature, puis qu'elle était elle-même fortement portée par des institutions internationales. Fait que je me demande si il n'y avait pas déjà quelque chose qui était mis en branle de ce côté-là, puis peut-être qu'il y a une part des gens qui font de l'éducation relative à l'environnement qui ont été en résistance à une vision un peu coloniale ou impériale qu'elle pouvait développer, très totalisante. Mais je me pose de plus en plus la question, et même avec la notion d'environnement, tu as mentionné cybernétique, la notion d'environnement, c'est un enfant de la cybernétique, des théories de la communication. Fait que tu revenais avec l'input, l'output. Puis moi, je me re-questionne de plus en plus sur mes origines. Après mon bac en biologie, je faisais un travail d'interprète de la nature au Mont-Royal. Puis là, je me rapproche de l'interprétation de la nature, mais au sens de l'herméneutique. Essayer d'interpréter notre place dans le monde et non pas le dicter. J'ai même développé un regard un peu critique sur cette racine-là de l'éducation relative à l'environnement, où il y avait peut-être déjà tous les morceaux étaient en place pour conduire vers ça. Ça, c'est le premier point sur. Puis l'autre qui m'est venu dans ma tête, j'avais étudié un texte de Tom Popkiewicz 2004 qui parlait que toutes les réformes de l'éducation au niveau des nations est portée par l'espoir, chez les réformateurs, le salut de la nation par l'éducation de ses enfants. C'est important. Hein? Les réformateurs veulent le salut de leur nation par l'éducation de leurs enfants, donc ils voient des menaces. Puis je me demande si l'EDD, ce n'est pas exactement la même chose. C'est le salut du monde par, on va mettre des guillemets, l'éducation de ses enfants, en tout cas l'embrigadement de ses enfants. Mais merci encore de continuer de creuser ce sillon-là. Mais c'est mes deux pistes. C'était peut-être déjà là en éducation de l'environnement, puis c'est peut-être dans les discours réformateurs très, très, très présent, cette idée-là du salut parce qu'on aurait une grande menace. Sans lier la menace, est-ce que l'éducation est la voie de salut pour nos menaces? C'est une belle question. Merci encore. Aimerais-tu interagir sur ce commentaire, Aurélie? Oui. Et alors, on se pose les mêmes questions, Tom. Sur l'environnement, justement. Sur l'environnement, oui, même aussi l'écologie scientifique, enfin voilà, sur tout ça. Quoi. Et puis, l'environnement, c'est un terme, effectivement, c'est ce qui nous entoure. Donc, en fait, on se met quand même aussi au centre. Quoi. Effectivement, mais je me rends compte, et je crois qu'on est plusieurs, et de plus en plus à se rendre compte qu'on a un problème de langage, de termes, c'est-à-dire que, alors, bon, pour être un petit peu caricatural, on a toute cette novlangue-là qui se
voilà, et puis un petit peu, je dirais, radical, voilà, qui déferle sur nous, là, mais en même temps, justement, si on est radical au point de vue de la racine, il nous manque des mots pour interroger nos relations avec ce qui nous entoure, avec le monde, quoi, avec nos relations physiques, sensibles. Alors, on peut penser au courant de l'éco-formation quand même, qu'a fait, et puis toi aussi, avec l'éco-ontogénèse, vous avez fait un grand pas dans cette direction. Et oui, et même maintenant, on se dit, oui, est-ce qu'il faut encore dire la nature, parce que en fait, la nature, on est dans une cosmologie dualiste avec les humains, la nature de l'autre côté, et puis alors du coup, maintenant, c'est le vivant qui sort. Enfin, on a un problème de termes. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut choisir des cadres. Mais oui, j'ai la même interrogation que toi. Je me pose exactement la même question, mais je n'ai pas la solution. Donc, il faudra attendre peut-être que des philosophes avancent un petit peu plus pour qu'on puisse les suivre, nous, en sciences de l'éducation. Et puis, ben oui, sur cette injonction aux enfants, ben voilà, c'est tout ce qui retombe, en fait. Voilà, c'est avec tout cet imaginaire, toutes ces expressions, là, on emprunte, alors je ne sais plus, là, on emprunte la terre à nos enfants, etc. Enfin, effectivement, comme tu dis, Lucie, il y a une espèce de catéchisme, etc. Et ça nous... Ben, en faisant ça, voilà, je pense au terme éco-délégué, à cette question de déléguer, en fait. On délègue la responsabilité aux plus jeunes, quoi. Et là, et donc, ça pose un problème, effectivement. Il faut y réfléchir à ça. Faut en être conscient, je pense. Au minimum, en être conscient qu'il y a une décharge de la responsabilité. Et puis, on entend tout le temps, oui, les générations à venir, c'est vous qui allez faire, etc. Enfin, tout ça, c'est très commun. Enfin, voilà, ça circule, oui, d'accord, mais en fait, non. Et là où, pour conclure, c'est là où c'est drôle, en quelque sorte, c'est que cette histoire d'éco-délégué, là, elle est rentrée dans l'école en s'appuyant sur les marches, enfin c'est ce qui est écrit dans les textes, sur les marches pour le climat, etc., sur cet engagement des jeunes, en fait. Et il y a quelque chose, les jeunes, ils sont en train de dire, en fait, ils sont en train de nous dire, mais nos institutions, nos structures, nos sociétés, il y a quelque chose à changer. Et finalement, on voit que là, on leur renvoie en disant, bah ok, bah allez-y. Et c'est pas, il y a quelque chose qui est vraiment, ouais, on se décharge, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas juste. Moi, je trouve ça pas juste, quoi. Mais merci Aurélie. Puis effectivement, on ne peut pas nier tout ce chapelet de bonnes intentions là, dans les objectifs de développement durable, mais c'est le cadrage de tout cela et disons, la responsabilité, l'interprétation de la responsabilité dans ce cadre-là. Alors, on aura quelqu'un dans la salle de classe DDD 3513 avec Laurence, ma collègue Laurence, que je vois à l'écran. Et on aura ensuite aussi d'autres mains levées. Alors, à vous, salle de classe. Oui, bonjour Lucie, bonjour Aurélie, à l'automne. Aurélie, bon, c'est depuis 2017. Ben, peut-être avant de dire où on est dans une salle de classe à l'UQAM, mais avec qui? On est avec des finissants, des finissantes au baccalauréat en éducation préscolaire primaire qui s'en vont en stage dans 2 semaines, là, leur dernier stage. Et donc, depuis 2017, les objectifs du développement durable sont rentrés dans l'éducation nationale en France. Je sais que l'étude que tu nous as présentée n'impliquait pas des interviews avec des enseignants, des enseignantes, mais donc je me demandais si depuis ces 5 années, il y avait d'autres études qui avaient été faites qui prenaient finalement la parole de ces personnes-là pour voir comment elles arrivent à composer avec cette injonction et est-ce qu'ils arrivent à le faire de manière un peu originale, un peu critique? Quels échos, si ce n'est pas des études, mais sinon, quels échos tu as pu avoir finalement du milieu de l'éducation et peut-être des syndicats d'enseignants, je ne sais trop, mais... Puis ici, il faut savoir, peut-être te mettre dans le contexte aussi qu'il y a un forum actuellement au Québec qui se déploie, Parlons éducation.
Bon, ben, c'est pas au regard de l'éducation au développement durable, c'est plus vaste que ça, mais voilà. Alors, il y a cette étude-là qui a été faite en novembre 2021, là, dont j'ai parlé, qui est finalement, qui a été menée par le Web Pédagogique, qui est un média, en fait, français, qui permet à des acteurs là, de communiquer entre eux. Et puis, ce web pédagogique a eu une mission avec l'Office français du développement et puis aussi le ministère de l'Éducation nationale. Et il s'agissait de savoir quels étaient les ODD qui étaient convoqués donc, dans leur pratique. Après, il y a aussi quelques études qui ont été faites sur les labellisations 3D, voir quels étaient les ODD qui étaient convoqués. Voilà, puisque là, c'est une obligation. Mais en fait, sur les pratiques en EDD, on est assez pauvre, en fait. Hein. Il y aurait tout un champ à développer sur ce qui se déploie. Alors, il y a eu en éducation au développement durable de manière générale les travaux là, de Cécile Redondo là, sur les pratiques, mais c'était des pratiques déclarées d'éducation au développement durable. Et en fait, quand on discute avec des enseignants, enfin, moi je vois plus trop les enseignants maintenant, mais il peut m'arriver d'encadrer notamment un ou deux mémoires voilà, qui sont sur le développement durable et notamment avec des enseignants qui reprennent les études. Et un me disait, en fait, dans les classes ordinaires, lui, les remplaçants, par exemple, l'étudiant auquel je pense qui est enseignant par ailleurs, il circule d'école en école, là, ici, du côté de Montpellier, là, dans sa circonscription, et il me dit, je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc, je pense que c'est extrêmement variable en fonction du contexte, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui est déterminant et c'est ça aussi qu'ont montré les collègues qui ont travaillé sur les éco-délégués et un peu les E3D. C'est le contexte qui est déterminant. C'est est-ce qu'il y a un chef d'établissement qui s'empare de la question quel est le chargé de mission EDD à l'échelle de l'académie? Est-ce qu'il y a des facilitations dans l'établissement, dans l'école? Est-ce que les personnes sont volontaires et sont engagées? C'est ça qui va beaucoup jouer, c'est-à-dire les enseignants engagés, eh bien, ils vont être plus portés à aller faire ces actions. Et donc, comme le cadre est celui de l'EDD, à s'inscrire dans ce cadre-là. Mais en fait, il y aurait un programme de recherche complet à monter, à interroger, à aller dans les classes, etc. Mais vraiment à aller voir, quoi. Pas uniquement du déclaratif, parce que en plus, je pense que l'étude dont j'ai parlé, là, étant donné qu'elle était cadrée par le ministère, je pense qu'il y a forcément un biais, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà, moi, je crois aux études universitaires indépendantes. Voilà. Merci. Maintenant, je ne vois pas de main levée en ce moment. Je vois toutefois un commentaire. Ici, en France, vous pouvez rapprocher des différents réseaux régionaux type graines pour découvrir ce qui se fait en matière d'éducation au développement durable. Des éléments peuvent émerger à cette échelle relais du terrain, du point de vue des animateurs, animatrices et de la part de Sacha Legrain. Est-ce que Sacha veut intervenir ou Aurélie réagir à ce commentaire? Oui, effectivement, il y a les partenariats qui ont toujours existé. Mais dans une autre publication, on interroge avec des collègues justement cette dimension partenariale et comment les partenaires de l'éducation à l'environnement et les partenaires associatifs ont été... voilà, comment il y a une évolution de ces partenariats. Alors, pas sur les terrains, mais du point de vue de l'institution, effectivement, mon point de vue est vraiment à l'échelle nationale, etc. Il ne décrit pas du tout ce qui peut se passer entre les acteurs de manière fine, hein, bien sûr.
Merci Aurélie. Maintenant, je crois que c'est Maryvonne qui a levé la main. Ensuite, Suzanne, bien sûr. Alors, Maryvonne. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Donc moi, je suis Maryvonne Dussault, donc je suis en France et je travaille dans les INSPE, c'est-à-dire les écoles de formation des professeurs. Et donc c'est avec cette posture-là que j'ai écouté la présentation. Donc moi, ce que j'ai observé effectivement en France, c'est qu'à partir du moment où il y a eu les ODD, parce qu'avec l'agenda 2030, il y a des obligations pour les États de rendre des comptes. Et c'est là où on a vu le basculement finalement sur l'idée qu'il fallait rentrer dans des logiques statistiques finalement, de rendre des comptes. Et il me semble aussi que du coup, les outils pédagogiques qui sont validés par le ministère et majoritairement fait aussi par des non-professionnels de l'éducation, faut quand même remarquer, forcément vont aller dans cette idée de faire des statistiques, rendre des comptes, etc. Donc moi, mes questionnements, c'était aussi par rapport au fait qu'on voit dans le même temps qu'il y a cette chose qui est tout à fait exacte, cette pression, ce catéchisme, je suis complètement d'accord avec ça, hein, où on va dire qu'il faut apprendre par cœur la liste des ODD. Il y a eu quand même aussi une refonte complète des programmes d'enseignement. Et donc, l'idée, c'est aussi de comment les enseignants et comment nous, en tant que formateurs d'enseignants, on aide bien aussi nos enseignants à faire le lien, je veux dire, entre des enjeux de durabilité, pour transmettre aussi des savoirs et problématiser, parce qu'on voit bien que là, avec les petites étiquettes, on n'est pas du tout dans des problématiques, des diagnostics, des analyses. Mais moi, il me semble que par rapport au programme, si les enseignants arrivent à bien aussi arriver à transformer aussi leurs pratiques pédagogiques, il y a un levier par rapport à la transformation des programmes. En tout cas, c'était un peu ma question, comment on fait aussi quand on est en situation de formation d'enseignants. En tout cas, moi, les enseignants que j'ai dans les cours d'éducation et de développement durable, c'est toujours des gens très motivés et très moteurs et, à mon avis, qui sont assez critiques par rapport au discours institutionnel. Donc, c'est un peu l'espoir. Enfin, moi, c'était la question que je me posais plutôt en tant que formation d'enseignant, c'est comment on forme aussi les enseignants à l'analyse critique et à bien remettre l'agenda 2030 comme un programme politique et de l'analyser comme tel. Et maintenant, il y a aussi les sciences politiques au lycée en France. Donc, c'est ça dans les pistes de recherche, de comment les enseignants qui vont enseigner la science politique vont traiter de cet agenda 2030 comme programme politique, parce qu'on ne peut pas non plus l'évacuer, quoi. Mais il faut bien l'analyser pour ce qu'il est, quoi. Bon, voilà, c'est plus question, observation. Merci Maryvonne. Aurélie, aurais-tu envie de réagir? Oui, très, très rapidement. Alors, sur les programmes et sur la... Alors, les ODD en eux-mêmes ne rentrent pas dans les programmes. Les programmes ont été refondus, mais ont été analysés, notamment les programmes de SVT. On reste quand même dans un cadre très anthropocentrique. Donc, ça, on peut se référer aux travaux de Corinne Fortin, par exemple. Aussi que c'est les entrées ne sont pas très politisées, justement. Et dans la publication à laquelle j'ai fait référence, là, sur les ODD, j'avais regardé les manuels scolaires et la manière dont les ODD rentraient dans les manuels scolaires. Et donc, en fait, les ODD rentrent très peu et ils sont présentés toujours tels quels, hein, ou comme des savoirs. Voilà, c'est vraiment très, très peu. Hein. Mais cela dit, toujours comme allant de soi. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas véritablement interrogés. Et effectivement, l'enjeu, là, en formation d'enseignants, c'est, je pense, c'est de se mettre dans un entre-deux, c'est-à-dire montrer à quel point tout cela est politique et tout cela peut potentiellement cadrer, mais éventuellement, comment eux-mêmes peuvent développer des manières de faire, des manières de la pédagogie qui seraient complètement, enfin, qui seraient peut-être pas même en adéquation. Cela dit, les programmes sont quand même une obligation et orientent, et dans la mesure où là, pour l'instant,
De mon point de vue, en tout cas, en SVT, ce que je connais, les programmes restent majoritairement anthropocentriques et orientés vers la gestion. Les leviers sont, en tout cas, dans la transformation des rapports entre humains et nature, me semble pas être non plus du point de vue des programmes. Mais après, voilà, les enseignants, ils ont une liberté pédagogique, ils ont plein d'inventivité, voilà, ils ont plein d'idées et je pense qu'ils font des tas de choses et ils font des tas d'actions comme par exemple du jardinage qui seront peut-être, voilà, qui n'ont peut-être rien à voir avec les ODD. Puis à un moment donné, bon, bah voilà, ils doivent rendre des comptes, donc ils vont mettre une étiquette. Et puis, pour justement se faire la bise, etc. Mais ça n'empêchera pas qu'ils travailleront d'autres choses beaucoup plus en profondeur, quoi. Et c'est pour ça que je disais que, bon, ça serait bien de savoir finalement qu'est-ce qui est fait, quoi. Merci Aurélie. Et Suzanne Chartrand, qui est à l'origine d'un vaste projet de forum citoyen pour réfléchir justement à l'éducation dans son ensemble au Québec. Alors Suzanne, merci d'être là et on t'écoute. Je suis à l'origine de Parlons Éducation, mais avec d'autres, pas toute seule. Alors, oui, bonjour. Il me semble que cette conférence nous montre très clairement que ce qui domine comme épistémologie, c'est une épistémologie positiviste partout, comme finalité éducative, l'économie, encore une fois, et que tant que les gouvernements en place, dont aucun dans le monde occidental que je connais n'est particulièrement progressiste, seront à l'origine de ce qu'on doit faire à l'école relativement à l'environnement, je pense que il se passera ce qu'on voit, c'est-à-dire pas grand-chose ou même des biais importants. La question que je me pose, je suis didacticienne du français et non pas spécialiste de l'éducation et de l'environnement, c'est on voit de plus en plus, en France comme ici, comme ailleurs, comme en Italie entre autres, voir que on ajoute aux disciplines scolaires déjà existantes éducation relative à la sexualité, à l'éco-citoyenneté, à la citoyenneté, à ceci et à cela. Et pour moi, c'est faire la preuve que les disciplines scolaires telles qu'elles existent sont pas capables d'aborder ces problèmes-là. Or, c'est le contraire. En français, comme en anglais, comme en sciences humaines, comme en sciences tout court, comme en mathématiques, on devrait pouvoir aborder constamment la question relative à l'environnement, il me semble. Et j'aurais plein d'exemples concrets à donner, même si c'est pas mon domaine est limité à l'enseignement de la langue première. Donc, je me demande, et la question, je la pose au centre R, pardon, excusez-moi, je vais aller vite, hein, c'est est-ce qu'effectivement, il y a une stratégie pour faire en sorte que nouveaux ministres ou les suivants, parce qu'ils se ressemblent plus d'une fois à l'autre, vont nous lancer bientôt cette belle idée d'un programme ministériel de l'éducation relative à l'environnement. Si c'est le cas, c'est extrêmement grave, il me semble, et il faudrait tout faire pour prévenir cela, et il faudrait tout faire aussi pour faire en sorte que tous les enseignants et toutes les enseignantes du préscolaire, du primaire et du secondaire voient ça quotidiennement dans leur tâche, dans leur responsabilité civile, citoyenne, de faire en sorte qu'on se pose des questions sur tous les aspects de l'environnement et les aspects à la fois des actions concrètes qu'un enfant peut faire, qu'un adolescent, une adolescente peut faire, mais les aspects sociaux, culturels et collectifs qu'on peut faire aussi. Alors, on se démarque ainsi de cette vision très, très positiviste et de cette éducation, développement durable. Donc, il me semble que c'est une question. Alors, dans les forums citoyens, vous irez sur le site Parlons Éducation, je ne suis pas ici pour vous en parler, mais il y a le thème mission de l'école où la question de l'environnement va être présente. Et plus vous serez, vous, individuellement, avec vos collègues, avec vos amis présents dans les forums, plus cette question-là prendra son importance et plus on pourra en débattre pour faire en sorte que ça avance, mais dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci Suzanne. Aurais-tu envie de réagir, Aurélie? Je vais laisser le centraire, voilà, les représentants du centraire répondre, puisque c'était une question au centraire. Mais oui, alors il est certain, Suzanne, qu'on va participer là, surtout à ce premier objectif concernant la mission de l'école. Et comme tu l'as évoqué, le rapport à l'environnement est quelque chose d'éminemment transversal à travers l'ensemble de la formation, mais qui doit s'assurer aussi de trouver ces espaces
Et bon, d'une part, se former à l'intégration de cette dimension-là, du rapport au monde, hein, le rapport à soi, à l'autre et au monde vivant, c'est cette troisième sphère qui n'est jamais considérée. Donc, mais aussi, je pense va falloir retravailler la forme scolaire. C'est-à-dire qu'actuellement, la sclérose de l'horaire, du découpage disciplinaire empêche de respirer. On ne peut pas se mettre en projet autrement que dans des petits moments parfois marginaux ou qu'on peut plus difficilement déployer. Alors, on a produit, comme tu sais, Suzanne, un projet de stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté, où justement, on présente la problématique d'ensemble, ensuite un projet éducatif que nous souhaitons soutenir et ensuite des éléments de stratégie à mettre en place. On l'a révisé tout récemment pour la mettre à jour. Et elle sera en ondes et disponible en février certainement. Et on espère que ça pourra aider. Et peut-être en ce qui concerne les objectifs du développement durable, je pense qu'on le sait qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'accord? L'eau du bain, pour le moment, il faut la changer, d'accord? Mais le bébé, c'est notre rapport à nous-mêmes, à l'autre humain, et au monde vivant. Et c'est ça le cœur, d'accord, qu'il faut retravailler, qu'il faut remettre en perspective, et d'une éducation qui n'est pas instrumentalisée, mais d'une éducation qui invite à une réflexion politique au sens de travailler ensemble à ce qui nous concerne tous, d'accord? Discuter, travailler, mettre en œuvre des stratégies démocratiquement choisies, débattues et pour tous. Alors, je ne sais pas si Tom aurait un élément à apporter de réponse à cette problématique. Merci, Lucie. Hélas, je n'ai pas d'élément de réponse à la problématique. Je vais même la creuser un peu plus. Sur deux lignes qu'a amené Aurélie. La logique problème-solution dans laquelle on tombe si vite. Je me souviens, il y a plusieurs années à la CUPER, j'avais dit, est-ce qu'on peut sortir tout le temps de l'approche d'environnement-problème? Puis on m'avait répondu, oui, Tom, il faut qu'on aille vers les solutions. Et j'avais dit, non, est-ce qu'on peut sortir d'un rapport au monde qui est tout le temps centré sur des problèmes, sur d'autres choses? Fait que là, il y a un enjeu là. Puis Aurélie, ça semble être très clair. C'est des opérations très simples, problème, solution. Fait que c'est déjà très, très, très orienté. L'autre chose qui me chicote de plus en plus, puis vu que je suis en retraite graduelle, je n'aurai pas souvent l'occasion de dire, je vois que l'éducation à la nature puis que la classe dehors devient populaire, mais là encore, c'est très, très, très instrumentalisé. On a des meilleurs résultats, on est plus performant, il y a ci, il y a ça, puis c'est très peu centré sur les dimensions écologiques de notre rapport au monde, qui ne se disent pas comme ça. C'est peut-être un peu la même chose en France. Je sais qu'autour de l'écoformation, ils ont commencé à explorer des choses. J'ai vu des rapports qui ont été faits, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire pour sortir le rapport au monde puis le rapport à la nature, qui est à ce qu'on met des guillemets à la nature, de cette forme d'instrumentalisation-là. Je la vois au Québec, là. On va commencer à avoir des données probantes un jour à l'effet que les classes qui vont dehors, ils ont des meilleurs résultats, puis ils réussissent mieux dans notre société telle qu'elle est. Des fois, je me dis, est-ce que ce n'est pas une catastrophe si on fait que les gens fonctionnent encore mieux dans le monde tel qu'il est? Pour moi, le problème reste entier, mais il y a une veille éducative à faire, puis il y a des sillons à creuser autour de ces enjeux-là. Mais je te remercie beaucoup, Tom. Est-ce qu'on peut te laisser le mot de la fin, Aurélie? Oui, je veux bien, surtout sur ces questions d'école dehors sur lesquelles je travaille. Aussi par ailleurs, alors effectivement, il y a plusieurs orientations et il y a une orientation qui est très clairement le développement personnel de l'enfant, voilà, un petit peu comme on fait dans les entreprises, quoi. C'est-à-dire, voilà, on est dans un milieu toxique,
bon, bah, comment on va faire? On va faire notre yoga, etc. Et puis, on va être mieux. Et puis, on va se sentir mieux, effectivement. À partir du moment où on considère uniquement la nature comme une source de bien-être, mais utilisée pour faire face, en fait, c'est nier ce qui nous lie à elle, quoi. Et il y aurait toute une étude à faire, et c'est déjà c'est le cas en France, hein. Il y a quelques thèses là qui vont sortir justement sur ce qui se joue, sur les représentations aussi de la nature, sur ce qui est associé, sur ce qui est attendu par ces sorties régulières dans la nature proche de l'école. Est-ce que c'est instrumentaliser la nature, ou est-ce que c'est vraiment se baigner dedans, jouer? Est-ce que c'est s'éco-former? Voilà. Et la question, c'est dans quelle mesure on peut s'éco-former dans un cadre scolaire? Voilà, c'est ça. C'est toujours la question un peu du cadre, quoi. Et donc, effectivement, peut-être aussi de la forme. Voilà, tout cela est encore bien à approfondir. Je pense qu'on a beaucoup de travail pour les prochaines années, et voilà, j'espère qu'on va pouvoir avoir les moyens de travailler l'éducation relative à l'environnement, ou l'éco-formation, ou toutes ces questions d'éducation au développement durable plus avant, de manière sérieuse et en réseau, pour justement mettre à jour ces enjeux, et éviter de retomber toujours dans les mêmes choses, quoi. Voilà. En tout cas, essayer d'éclairer, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Je pense que les arguments que tu nous apportes contribuent à notre bagage de stratégie critique, en tout cas, pour aborder ce qui devient finalement un ensemble de prescriptions qui va devenir peut-être de plus en plus prégnante au Québec à travers l'enseignement et la recherche, donc devenir de plus en plus critique, et apprendre aussi à interagir et à discuter avec ceux qui proposent, par exemple, ce cadre de référence, et qui le font avec beaucoup de bonnes intentions, mais qui n'ont pas eu la possibilité, l'occasion de connaître autre chose, d'autres cadres de référence qui permettent à l'esprit, au cœur, au système de valeurs de respirer mieux. Alors, voilà. Quand il y a Maslow qui disait, quand le seul outil que tu connais, dont tu disposes, est un marteau, tu as tendance à tout traiter comme un clou. Alors là, il semble que l'outil soit le développement durable, et que je pense qu'il faut qu'on apprenne à ouvrir le coffre et à bien analyser ce dont on dispose en éducation pour reconstruire notre rapport au monde vivant. Alors, je te remercie de tout cœur, Aurélie. C'est un grand plaisir de pouvoir collaborer avec toi. Nous aurons cette belle conférence sur le web. Alors, on pourra y revenir et ça sera pour nous une référence très importante. Alors, merci pour ta contribution à notre réflexion. Merci à tout le monde, vous qui êtes dans la salle de classe, mes collègues, vous qui nous écoutez depuis la France, et je n'ai pas l'orientation de tous les pays dont vous venez, mais merci de votre présence, de votre participation. Alors, au prochain séminaire du Centraire, nous vous tenons informés. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup à toutes et tous. Au revoir, à bientôt.